Mesdames et messieurs, bienvenue sur Futur TV. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction en partenariat avec France 24. En Birmanie, le nord de l'État d'Arakan est une zone isolée du monde. Dans les villages rohingyas, la nourriture manque cruellement car l'accès humanitaire est coupé. Sur les plages, ils sont des centaines à chercher à quitter à tout prix le pays en traversant le fleuve Naf, frontière entre l'État d'Arakan et le Bangladesh. Dans un reportage exclusif, Code 24 vous emmène ce soir à la rencontre de cette ethnie musulmane considérée comme l'une des minorités les plus persécutées du monde. Rohingyas, le déni birman, c'est un reportage exclusif signé Clovis Casali et Charles Dupoisat. Des villages entiers rayés de la carte. Le nord de l'État d'Arakan vidé de centaines de milliers de Rohingyas. Les ONG dénoncent une stratégie de la terre brûlée, adoptée par l'armée pour faire fuir ces populations musulmanes. Quelques rares journalistes ont pu se rendre dans cette région birmane verrouillée par les militaires. Une opération de relations publiques qui vise à démentir les accusations de nettoyage ethnique. Une délégation de ministres et d'ambassadeurs de pays voisins découvre Anutpain, un des derniers villages Rohingyas dans la zone. C'est très important que vous ne quittiez pas votre village. Aung San Suu Kyi a dit que des changements allaient arriver dès que possible. On peut vous aider à vivre en sécurité. Ces gens sont venus pour ça. Parmi ces gens, l'armée, qui a coupé l'accès humanitaire. Le village est au bord de la famine. Pour une fois, les autorités ont fait venir un médecin. Maman, c'est fini, j'ai faim. Arrête de répéter ça. La Croix-Rouge venait 2 fois par mois, mais ils ne viennent plus depuis juillet. Nous décidons de nous écarter de la délégation et d'aller à la rencontre des villageois. Ils sont terrifiés. Je ne peux pas dormir la nuit. Sinon, les bouddhistes Rakhine peuvent venir nous tuer. Et on ne peut pas sortir du village. La discussion s'arrête. Il a vu des soldats nous filmer. Un jeune père de famille Rohingya va pourtant prendre le risque de nous parler. Ça fait 3 mois qu'on n'a rien à manger. On doit manger de l'écorce de bananier, ou tout ce qu'on arrive à trouver. On ne peut pas sortir parce qu'on est entouré de 24 villages bouddhistes. On ne fait pas confiance au gouvernement. Ils n'acceptent pas les Rohingyas. Ils nous appellent des musulmans. Il nous emmène voir sa famille dans un coin plus calme du village. Au passage d'un hélicoptère de l'armée, une femme fait des gestes explicites. Allez, dis-leur. Il y a des gens qui nous attendent, avec des armes. Si on sort, on peut se faire tirer dessus. Il y a aussi des hélicoptères qui nous surveillent. Si on parle à des journalistes étrangers, comme vous, on sait qu'ils vont nous battre. L'armée surveille tout. Dès que vous allez partir, ils vont venir et venir nous battre. Emmenez-nous quelque part, ne nous laissez pas ici. Ce village est leur prison. Ils ne savent pas si le monde extérieur connaît la situation des Rohingyas. Un villageois s'approche. Il craint des représailles. Ne les écoutez pas. Et vous arrêtez. Ils ne comprennent pas de toute façon. Non, ça va, au contraire, il faut leur dire tout ce qu'on peut. Comme ça, les gens à l'extérieur verront. Et nous traduirons plus tard. Les survivants Rohingyas racontent que les soldats birmans commettent systématiquement des viols, des meurtres et des actes de torture sur des civils.
Sous escorte militaire, nous traversons des kilomètres de villages fantômes. Cette mosquée en béton abandonnée tient encore debout. Aux alentours, les maisons des musulmans moins solides ne sont plus que des cendres. Et un peu plus loin, les villages bouddhistes, eux, sont intacts. Les troupes auraient mis le feu à des centaines de villages Rohingyas avec l'aide de milices bouddhistes de l'ethnie locale des Rakhine. L'armée affirme que les musulmans ont brûlé eux-mêmes leur village. Nous cherchons donc à interroger un des généraux en charge des opérations. Un interprète est à ses côtés. Il va lui demander de l'aider. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'Arakan. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Ça ne donnera pas une bonne image si je réponds à aucune des questions du journaliste. Alors réponds ce que tu veux, fais pour le mieux. Selon l'armée, la communauté internationale exagère l'ampleur de cette crise humanitaire. Les opérations viseraient simplement à rétablir l'ordre après les attaques de policiers par les combattants de l'Arsa, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan. On n'accepte pas leur cessez-le-feu parce qu'on n'accepte rien des terroristes. Notre armée ne fait pas la guerre, elle défend. On ne combat pas les Bengalis, on combat seulement les terroristes. Les Birmans appellent les Rohingyas des Bengalis, comme pour mieux rappeler qu'ils ne seraient pas d'ici. Pour rejoindre le Bangladesh, les Rohingyas doivent traverser le Naf, qui marque la frontière avec la Birmanie. Mais ici, à l'embouchure du fleuve, le voyage est périlleux. Ils sont des centaines chaque jour à attendre les passeurs sur la plage, prêts à tout pour quitter la Birmanie. Parlez-leur, ils peuvent peut-être nous aider. On souffre, on n'a plus de maison ou de village, alors on veut aller au Bangladesh. Ils auraient vu des proches se faire décapiter. Les agresseurs s'en sont même pris aux enfants. Il faut qu'on aille au Bangladesh, parce qu'on n'en peut plus de la torture. Mais voilà, on ne peut pas aller là-bas et on ne peut pas rentrer chez nous. Et ils nous attaqueront si on rentre. Ces dernières semaines, plusieurs barques ont chaviré. Les Rohingyas connaissent les risques, mais ils n'ont pas le choix. Ils s'entraident et recueillent les enfants dont les parents ont été tués dans les violences. Plus de 15 000 orphelins Rohingyas ont déjà traversé la frontière. Sur une autre plage, l'opération communication des Birmans reprend son cours. L'ambassadeur du Bangladesh rencontre des Rohingyas sans eau, ni nourriture, et exténués. C'est loin quand même, Boutidang. Oui, 50 km. Ils ont marché 4 à 5 jours pour arriver ici. S'engage alors une discussion où ces apatrides comprennent que personne ne veut d'eux. Si vous restez plus longtemps, je crois que vous allez mourir ici. Alors on se laissera mourir ici. Vous savez, si vous allez au Bangladesh, la vie est très dure là-bas aussi. En plus, on a commencé à discuter avec les autorités birmanes pour rapatrier ceux qui sont au Bangladesh. Un retour difficile à imaginer. Pour les Birmans, ce sont des immigrés illégaux, traités comme des citoyens de seconde zone. Ils parlent un dialecte dérivé du bengali. Le médecin de la délégation décide qu'il ne peut donc pas les aider, les traducteurs étant occupés ailleurs.
J'essaie de communiquer avec eux en birman, mais personne ne me comprend. Ils ne répondent à aucune de mes questions, donc je n'ai rien à dire sur la situation. Son collègue nous confiera qu'il est normal que ces Rohingyas rentrent chez eux, au Bangladesh. Devant les caméras, le message se veut plus mesuré. Comme dans ce village qui serait un modèle de coexistence pacifique entre les communautés. Mais le ton monte lorsqu'on demande aux médecins si les Rohingyas sont bien des Birmans. Je suis sûr qu'ils ne sont pas birmans, parce qu'ils ne sont pas d'un groupe ethnique reconnu en Birmanie. S'ils veulent la citoyenneté birmane, alors ils n'ont qu'à remplir un dossier pour vérification. Un processus qui s'annonce très compliqué. Car contrairement à leurs parents, ces Rohingyas n'ont pas de papier. La situation n'est pas bonne pour nous. On ne vit pas en liberté. On veut juste une carte d'identité et tous nos problèmes seront réglés. Vous avez peur en Birmanie? Pourquoi vous avez peur? À cause de toutes ces armes. À demi-mot, les deux frères confient qu'ils peuvent être attaqués à tout moment parce qu'ils sont musulmans. Soudain, le discours change. Un soldat vient d'arriver derrière nous. Il n'y a aucun problème dans ce village. Les Rakhines, hindous et musulmans, vivent en paix. Ce sont des religions d'amour. Aucune violence. La dirigeante de facto du pays, Aung San Suu Kyi, soutient ces militaires qu'elle a longtemps combattus. Une armée qui demeure puissante avec des ministères clés. Un mois après le début des violences, elle est finalement sortie de son silence pour s'étonner des critiques internationales. Nous sommes préoccupés d'entendre que de nombreux musulmans sont en train de traverser la frontière pour fuir au Bangladesh. Nous voulons connaître les causes de cet exode. La prix Nobel de la paix a déçu les étrangers, qui voyaient en elle une icône des droits de l'homme. Son peuple, lui, l'adore toujours autant. Aung San Suu Kyi travaille dur à obtenir la paix et la tranquillité pour les Birmans. Il faut que nous montrions au monde la vérité de la situation. C'est quoi la vérité? La vérité est là. Voir, c'est croire. Voir, c'est croire. Vous pouvez expliquer? Vous voyez bien, il n'y a pas d'attaque, pas de combat, pas d'opération. Pas ici, ni là-bas, nulle part. Personne ne connaît le nombre exact de victimes de cette guerre sans images, dans un Arakan coupé de l'extérieur. Une fois de plus, les civils sont sans conteste les plus durement touchés. Près d'1 million de Rohingyas vivent désormais au Bangladesh, où Cox's Bazar est devenu un des plus grands camps de réfugiés au monde. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Justin Trudeau séduit la France. Les chiffres de l'économie canadienne aussi. Et plus particulièrement ceux de l'emploi. 5,9% de chômage seulement en novembre dernier, niveau le plus bas depuis février 2008. Au Québec, il a chuté à 5,4%, un record de 41 ans. De novembre 2016 à novembre dernier, pas moins de 390 000 postes ont été créés au Canada, soit un taux de croissance de 2,1%. Face au manque cruel de main-d'œuvre, certaines entreprises doivent freiner la production malgré une croissance annuelle à 2 chiffres. Portrait d'un Eldorado de l'embauche qui compte bien séduire la France. C'est un reportage de notre correspondant François Riouet.
À Saint-Georges, à 1 heure de voiture de Québec, Mélanie Poulain est chargée d'une mission devenue un défi au Canada. Attirer des chercheurs d'emploi dans les entreprises de sa région. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui. Je suis contente de te rencontrer aujourd'hui. Oui, moi aussi. On va aller discuter. Puis, Rendez-vous aujourd'hui dans une entreprise de solutions informatiques de gestion. Ici, la responsable des ressources humaines, Karine Poulain, doit trouver 8 à 10 analystes programmeurs par an. C'est quoi les initiatives que vous avez mises en place pour encourager les gens justement à venir travailler chez vous? Je dirais que le fait qu'on soit partout sur les médias, ça l'a aidé. Mais encore, même à ça, c'est pas encore assez. On en voudrait encore vraiment plus. Puis je suis consciente que c'est encore pire, là. C'est ainsi, là, la pénurie de main-d'œuvre. Je dirais que s'il y en aurait 5 demain matin qui cogneraient à ma porte, je les engagerais les 5. J'en ai pas, j'en ai 0 en ce moment. Pour trouver de la main-d'œuvre, Karine Poulain s'est rendue elle-même en France pour recruter. Melchior Tétu est arrivé de Normandie en septembre. Le cadre, que ça soit au travail ou même à l'extérieur du travail, c'est différent et c'est un choix personnel. On l'a fait pour venir au Canada et on ne regrette pas du tout. Et on essaie d'encourager des collègues qui sont restés en France de tenter un peu l'aventure. Avec 70 employés et une croissance à 2 chiffres, CDID n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres dans le pays. Dans le taux de chômage ici en Beauce est rendu à 2,4 %. Donc on peut parler du plein emploi. On a donc la mission d'aller faire la promotion de la qualité de vie en dehors de notre région. Où on sort notre épingle du jeu, c'est le coût de la vie en Beauce. En bout de ligne, il en reste plus dans les poches des travailleurs ici dans notre secteur que dans n'importe quel autre grand centre du Québec. Informatique, mais aussi marketing ou électromécanique, les entreprises du réseau de Mélanie Poulain doivent redoubler d'imagination pour honorer leur carnet de commandes. Salut Nicolas! Bonjour! Ça va bien? Ben oui, bien sûr. Oui, je suis venue parler de l'embauche, des dernières embauches que tu as faites en France. Ben bien, on va aller voir ça. Et quand elles ne débauchent pas les meilleurs ouvriers en augmentant les avantages d'un poste, les entreprises d'un secteur comme celui de Nicolas Jean ratissent large, jusqu'à 6000 km à la ronde. On a un tissu très manufacturier ici dans la région, donc les gens s'arrachent les ressources. On essaie d'être différents, on essaie d'être les meilleurs comme employeurs. On se démarque quand même très bien ici. On a déjà gagné des prix nationaux comme meilleur employeur, mais ça suffit pas. Le taux de chômage est extrêmement bas, donc il faut innover, il faut sortir des sentiers battus. Actuellement, on fait une mission de recrutement en Colombie. On s'entend, c'est très loin ici du Québec. Le climat est différent, la culture est différente et la langue est différente. Mais on est rendu à trouver des solutions originales comme celle-là pour réussir à s'en sortir. Dans cette course à la main-d'œuvre, certaines localités s'en sortent mieux que d'autres. Dans la ville de Québec, où certains restaurants ferment leurs portes faute de personnel, le maire Régis Labaume s'impatiente et exige plus de souplesse du gouvernement pour délivrer des visas de travail. On ne peut pas traiter chaque dossier de nos cousins français qui veulent immigrer ici comme s'ils étaient des terroristes en devenir. Là. Ça se peut pas. Ce qu'on dit, surtout au gouvernement du Canada, c'est cesser la paranoïa puis laisser entrer ces gens-là, on en a besoin. On a besoin de 74 000 personnes pour non seulement les nouveaux emplois qui vont se créer dans la prochaine année, mais surtout pour remplacer les 50 quelques mille personnes qui s'en vont à la retraite. Bonjour, je vais vous saluer, Laurence Agnoer, je suis la consul générale. Bonjour, bienvenue ça au va consulat. bien? Potentielle bouffée d'oxygène pour le marché québécois. Un projet pilote vient d'être lancé en partenariat avec le service public français Pôle emploi. Depuis le 15 novembre, il y a une mise en ligne en continu sur le site de Pôle emploi international des offres d'emploi. Et puis sur les offres en ligne, alors par exemple, vous voyez la première que je vois, cuisinier, cuisinière dans un bistrot qui est connu de la ville de Québec. En tout, 30 secteurs de métiers doivent permettre une procédure accélérée d'obtention de visa. L'idée, c'est de pouvoir avoir une liste de 30 emplois qui sont des emplois en demande ici, qui sont des emplois où il n'y a pas de pension en France. Un certain nombre de secteurs, notamment le numérique, a été exclu pour éviter d'avoir une attraction de personnes dont nous aurions besoin en France. Donc là, on est sur une situation gagnant-gagnant pour la France et pour le Québec. Donc sur ces emplois-là, qui sont aussi des emplois qui figurent dans la liste des emplois qu'Immigration Canada favorise. En 10 ans, le nombre de Français installés à Québec a plus que doublé selon le consulat. Juliane Virol a sauté le pas avec son fiancé cette année. Envie de nouveau, changer de vie, recommencer pas mal de choses à zéro. Et puis, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants. Et je pense que je leur offrirai un meilleur avenir ici qu'en France actuellement. 1 an
Le Canada accueillera 1 million d'immigrants d'ici 2020, dont une grande moitié de travailleurs qualifiés. Attente interminable, conditions de vie très difficiles et une météo atroce. Sur les îles grecques, les demandeurs d'asile ont de plus en plus de mal à garder la tête sur les épaules. Nombre d'entre eux développent des troubles mentaux. L'endroit le plus marqué, l'île de Samos, moins connue que sa voisine du nord, Lesbos. Elle dispose aussi d'un camp pour ces migrants qui attendent parfois des mois, voire plus d'1 an avant d'avoir une décision sur leur sort. Des équipes de psychologues, de Médecins sans frontières tentent de les aider à surmonter leurs maux. Sur l'île, un seul psychiatre peut leur prescrire des antidépresseurs. Nous avons rencontré ces équipes sur le terrain. Tous demandent d'ouvrir ces îles à l'encontre de la politique d'asile actuellement à l'œuvre en Europe. C'est un reportage de Flavian Charuel. 1h du matin aux portes du camp de l'île de Samos, le moment qu'ils attendaient tous, leur transfert vers le continent. Que Dieu soit avec toi. Ces 28 réfugiés, principalement syriens, vivent leurs dernières heures ici. Jusqu'au bout, ils ont peur de devoir rester sur l'île qu'ils maudissent. En route vers le port, les critiques sont prudentes. Comment c'était dans le camp avec le bébé et les enfants? C'était... Pas bien. Comme ci, comme ça. Dis-lui. C'était pas bien. Puis la parole se libère. Intérieurement, je suis si fatiguée. Quand ils m'ont dit que je pouvais être transférée, j'ai dit oui, je veux aller n'importe où, hors de cet endroit. L'excitation monte à l'approche du bateau. Certains l'ont attendu des mois, les plus vulnérables, quelques semaines. Leur seule porte de sortie est enfin là. Je me sens tellement heureuse. Merci mon Dieu, je quitte cette île. Dernier virage avant la sortie du port, dernière vue sur les lampadaires blafards du camp. À l'horizon, à 1 kilomètre, la côte turque. L'île grecque de Samos représentait le rêve d'Europe pour ces migrants. C'est devenu leur cauchemar. À peine arrivés, tous se retrouvent dans ce hotspot, un de ceux créés par l'Union européenne. Le camp a tout d'une prison. Seule différence, les migrants peuvent en sortir librement. Mais à quoi bon sur une île? Par peur des représailles, ce Syrien témoigne, anonymement. Le camp est une prison, mais c'est toute l'île, notre prison. Parce qu'on ne peut pas partir, ici on ne peut rien faire. Une des conséquences du pacte migratoire entre l'Union européenne et la Turquie, transformant ces lieux de transit en lieux de détention. Faute de moyens, les délais de 25 jours pour statuer sur leur demande d'asile ne sont pas respectés. Conséquence directe, la surpopulation du camp. Prévue pour 700 personnes, 2000 s'y entassent. Pour nous, interdiction de filmer, notre témoin nous a ramené des images. Avec la pluie, l'eau rentre partout, dans les tentes. Même dans les containers, l'eau s'infiltre. Ça, c'est le plus gros container du camp. Il y a plus de 50 personnes qui vivent dedans. Des conditions d'hygiène déplorables, le lieu de vie de 500 enfants. Il y a trop d'enfants à l'intérieur. Tout le monde s'en fiche qu'il y ait des enfants, malheureusement. Une situation responsable de la détérioration de la santé mentale des migrants. Sur l'île de Samos, 95% d'entre eux ont développé des troubles mentaux selon Médecins sans frontières. Pour tenter d'y remédier, MSF a ouvert un centre mental il y a 1 an. Première étape, convaincre ses futurs patients. Dans leur culture, c'est un peu un tabou d'être vu comme quelqu'un qui consulte un psychologue ou d'être considéré comme un fou ou quelque chose comme ça. Quelques minutes pour mettre en confiance et détecter les indices de troubles mentaux, manque de sommeil, stress, incontinence. Salut les gars, je travaille pour Médecins sans frontières. Pour ensuite les emmener jusqu'au centre de soins mentaux, en centre-ville. Ces migrants souhaitent rester anonymes. Ils attendent leur rendez-vous avec la psychologue. Derrière cette porte, un face-à-face sensible et confidentiel. Dans cette pièce, le médecin découvre l'impact de leur traumatisme. Une personne dont je me souviens bien, elle n'a pas pu dormir pendant 1 semaine, plus de 5 minutes d'affilée. 500 migrants ont été accueillis depuis l'ouverture du centre. Très peu arrivent à parler de leur santé mentale. Ce couple a accepté. Persécutés par les talibans, ils ont fui l'Afghanistan. Depuis 6 mois, ils sont dans un container du camp de l'île. Des fois, quand mes enfants veulent jouer, je n'en ai plus la force. Mon humeur est très instable et je ressens le besoin de quitter la pièce pour ne plus être avec eux. Sa femme est suivie depuis 3 mois. Extrêmement anxieuse, elle s'est déjà évanouie 2 fois à cause du stress.
La situation est très dure. La plupart des nuits, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai peur que notre deuxième demande d'asile soit rejetée. Tout ce que je veux, c'est sortir de cet endroit. Dans la situation dans laquelle nous sommes, n'importe qui à notre place aurait des problèmes mentaux. Pour certains migrants, parler ne suffit plus. L'impact physique est trop important et des médicaments sont indispensables. Mais pour les prescrire, il n'y a qu'un seul psychiatre à Samos, pour les migrants et les 30 000 Grecs de l'île. Mon travail, c'est de leur donner des médicaments, des antidépresseurs, des antidouleurs, des tranquillisants. Quelque chose qui peut les aider. Le problème, c'est qu'ils attendent 5-6 mois avant de voir quelqu'un. S'il y avait un deuxième psychiatre ici, ce serait beaucoup plus simple. Une fois par semaine, il quitte son cabinet et donne un jour à l'hôpital. Il n'a guère plus de 10 minutes par réfugié, le temps de signer une ordonnance. Pas de quoi apaiser cet Irakien à Samos depuis 3 mois. Ce n'est pas une prescription pour des médicaments que je veux seulement en avoir fini avec cet endroit. Ce lieu m'a rendu extrêmement fatigué, je n'ai rien à faire ici. Le seul remède à la folie croissante des réfugiés de Samos, le départ. Le Haut Commissariat aux réfugiés le reconnaît. Le nombre de transferts des îles débordées vers le continent n'est pas suffisant. Sur les 4 derniers mois, il y a eu plus de 2500 nouveaux arrivants dans le camp déjà saturé. Pendant ce temps, moins de 2000 ont été transférés. Cette nuit, nous avons eu beaucoup de pluie. L'eau est rentrée dans notre tente. Tous on perd la tête. Et l'hiver ne fait que commencer, ne laissant à leur morale aucun répit. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. L'an dernier, les Philippines ont été le pays le plus meurtrier pour les défenseurs de l'environnement. C'est ce qui ressort d'un rapport publié en décembre dernier par l'ONG PAN Asie-Pacifique, pour qui la plupart des assassinats perpétrés sont liés à des exploitations agricoles et minières. Ceux qui s'opposent à l'exploitation de leurs terres se retrouvent alors bien souvent en ligne de mire des compagnies de sécurité privée et des forces armées philippines. Et ce, dans un climat total d'impunité grandissante, favorisé par la politique autoritaire du président Rodrigo Duterte. Selon les ONG sur place, l'instauration de la loi martiale sur l'île de Mindanao a par ailleurs favorisé les exactions à l'encontre des défenseurs des terres, et en particulier de la population aborigène Lumad, au prétexte de la lutte contre le communisme. C'est un reportage signé Jack Husson avec Joël Bronner. Ces militants des droits de l'homme philippins entament un périple dans les collines du sud de Mindanao, une île soumise à la loi martiale. En 2017, avec 61 tués, les Philippines ont été le pays le plus meurtrier pour les défenseurs des terres et de l'environnement, selon l'ONG PAN Asie-Pacifique. Arlene Pérez affirme qu'il est plus sûr de se déplacer en groupe. On nous a dit qu'on risquait de croiser des militaires en ce moment dans ce secteur. Au mieux, ils pourraient nous arrêter. Au pire, j'espère qu'ils ne nous tueront pas. Ici, le 3 décembre, dans le village de Datal Bolangon, les militaires philippins ont tué par balle 7 aborigènes Lumad. Pour les Lumad, il s'agit du meurtre de civils. L'armée, elle, affirme qu'il y a eu un échange de tirs avec les rebelles communistes. Nous venons d'arriver et Edwin, qui habite dans le coin, est en train de raconter à notre groupe ce qui s'est passé ce 3 décembre. Edwin Glam affirme que ce jour-là, un représentant officiel est d'abord venu convaincre Datu Victor Danian, le chef du village, de se rendre. Datu, notre chef de village, lui a dit « Je ne suis pas un combattant, je ne suis pas un rebelle. Je défends simplement notre terre face à l'industrie minière. » Et puis il s'opposait aussi au maintien des plantations de café du groupe Konsunji. Konsunji est le nom d'un groupe d'entreprises que les Lumad accusent d'avoir illégalement accaparé leurs terres. Au dire d'Edwin, c'est parce qu'ils s'opposaient à ce groupe que leur chef est devenu une cible. J'étais là, à côté de ce grand arbre. J'ai entendu un coup de feu et j'ai tout de suite vu Datu Victor s'écrouler.
Il venait d'être touché à la tête, et puis ici, à la poitrine. Le tir venait de cette colline, juste là-bas. Même si nous redoutions que Datou Victor soit déjà mort, je l'ai porté et amené à l'intérieur de cette maison. Désormais, notre communauté refuse que la mort de notre chef passe inaperçue. Nous demandons justice. En réponse aux Lumad qui accusent Konsunji d'être derrière cet assassinat, une porte-parole du groupe se borne à évoquer des rumeurs ainsi que des allégations malveillantes et sans fondement. De leur côté, les militaires des forces armées philippines ont diffusé des vidéos montrant des hommes armés s'éloigner des lieux. Preuve selon eux que les combattants de la nouvelle armée du peuple, la NAP, qui mène une insurrection anti-gouvernementale depuis 50 ans, étaient bien sur place. À Manille, nous présentons ces arguments à Christina Palabay, porte-parole de l'ONG Karapatan qui soutient les Lumad. Même s'il y avait eu des tirs croisés, cela ne justifie en rien le fait qu'ils aient tué Datou Victor Danian, le chef du village. Et quand bien même il y aurait eu une confrontation armée avec des rebelles, une tuerie, ça reste une tuerie. Les civils doivent être épargnés, même dans des situations de conflit armé. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé à Datal Bolangon, tant les versions de l'incident diffèrent. Ce qui est sûr en revanche, c'est que militaires et paramilitaires intimident souvent les populations pour obtenir des terres destinées à l'agriculture ou à l'exploitation minière. Sur ces images de 2014, des gardes tirent sur des Lumad dans le nord de Mindanao. Et en 2015, lors d'une autre confrontation, un chef de village Lumad a même été exécuté devant l'ensemble des habitants. Ici, lors d'une manifestation à Manille, Euphemia Chulamat évoque l'impact de ce meurtre sur sa communauté. Ce type d'action semble destiné à nous effrayer, à nous décourager. Mais nous ne cesserons pas la lutte, car nous nous battons pour une cause juste, celle de nos terres ancestrales et de notre droit à l'autodétermination. Nous comptons poursuivre le combat jusqu'à ce qu'ils respectent enfin nos droits. Les violences ont poussé de nombreux Lumad à embrasser la cause communiste. Depuis, les autorités font souvent l'amalgame entre sympathisants communistes et rebelles armés. Les détracteurs du président philippin Rodrigo Duterte lui reprochent ainsi d'agiter la menace du péril rouge à des fins politiques. Les 2/3 de la communauté Lumad composent les rangs de la guérilla communiste NPA, les forces armées du Parti communiste. Et je ne vais pas rester là à attendre qu'ils soient sur le point de nous égorger. Vous savez, il y a vraiment une rébellion en cours à Mindanao. En décembre, cette rhétorique fougueuse a ainsi servi à justifier l'extension d'1 an de la loi martiale. Cet autoritarisme rampant, associé à la récente rupture des pourparlers de paix avec les rebelles, risque bien d'exacerber les tensions sur place. Et les défenseurs des terres et de l'environnement philippin continueront à défendre une cause de plus en plus dangereuse. Le 7 et 19 septembre dernier, des milliers de Mexicains ont vu leur unique patrimoine tomber en ruine au cours de 2 violents séismes qui ont secoué le centre et le sud du pays. Les pertes matérielles ont été estimées à plus de 2 milliards de dollars, alors que l'aide de l'État s'est concentrée sur Mexico et ses alentours. Des dizaines d'autres villages ont été livrés à leur sort. Et les habitants se sont tournés vers des initiatives d'entraide novatrices. Reportage de Exemina Ampudia et Mathieu Comin. On remplit le plastique, le verre ou l'aluminium avec de la terre, puis on les fixe avec du raffia et du ciment. 10 000 bouteilles et 6 semaines de travail, c'est ce qu'il faut pour bâtir une maison écologique à bas coût. À 1 heure de route de Mexico, c'est avec cette méthode innovante que des volontaires reconstruisent les villages dévastés. Il faut bien étudier la communauté qu'on prétend aider pour savoir ce dont ils ont besoin. Ce type de projet ne peut être imposé à personne. Il faut présenter notre idée, parler avec les victimes et si ça leur plaît, alors seulement on commence à travailler. Une maison coûte seulement 3 000 $ de matériel, entièrement financé par l'ONG. Elles peuvent durer 35 ans et résister à des séismes de 8 sur l'échelle de Richter. Vous voyez toutes ces ruines? C'était ma maison. Je n'avais qu'une grande salle. On y dormait à 5. Cette maison offrira à Josefina un luxe auquel elle ne s'attendait pas.
Maintenant, je vais avoir 2 chambres, une salle de bain, une cuisine et un salon. C'est un honneur pour moi d'avoir une maison décente. 3 mois après le séisme, 120 000 personnes sont encore sans abri. Jojutla est un des villages les plus proches de l'épicentre. Ici, les nouvelles maisons ne sont pas encore sorties de terre, mais la priorité, c'est l'école. On a été parmi les premières écoles à recevoir de l'aide. J'ai demandé 9 tentes, je n'ai reçu 18. Elles sont arrivées à point nommé. On n'avait jamais vécu une situation comme celle-ci. On était complètement déboussolés, on voulait aider, mais on ne savait pas comment. Les ONG concentrent leurs efforts sur la reconstruction de près de 2000 écoles partiellement ou totalement détruites. Du provisoire qui pourrait s'installer dans la durée, car le travail de reconstruction en dur prendra des années. Tous les enfants et les parents viennent mettre la main à la pâte. À travers cette école, on a accès à toute la communauté. Le bâtiment entier s'est effondré, alors on installe ces tentes provisoires. De nombreuses familles ont perdu leur source de revenus. Alors que l'activité économique de la région est encore au point mort, au moins la moitié des enfants a pu retrouver le chemin de l'école. Toujours au Mexique, le pays fait face à un inquiétant phénomène, les braquages de pharmacies, d'hôpitaux et de transport de médicaments. Ils ont doublé depuis le début de 2017 par rapport à la même période de l'année précédente, plus particulièrement à Mexico et sa région. Surprenant, pas forcément dans un pays où le marché des médicaments pèse 9 milliards d'euros par an. Et le secteur pharmaceutique craint que ce ne soit que le début de cette tendance qui pourrait continuer d'exploser avec la vente de médicaments en ligne. Reportage de nos correspondants Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Marché de Santa Cruz Meyehualco, banlieue de Mexico. Parmi les stands de vêtements et de gadgets en tout genre, des étals de médicaments. Nous nous approchons en caméra cachée, car la vente de médicaments hors pharmacie est interdite. Tout cela se passe sous l'œil indifférent des policiers. Ce sont des médicaments clonés, périmés ou volés? Je ne saurais pas vous dire, parce que je ne sais pas d'où ils viennent. Je n'ai pas cette information. Mais vous ne faites pas de contrôle? Non, parce que c'est du domaine fédéral, pas du domaine de la police locale. Donc ça n'est pas votre problème? Non, pas vraiment. Des simples sirops pour la toux aux antibiotiques ou aux médicaments opiacés, ici on peut tout acheter sans ordonnance, sur les simples conseils des consultants improvisés. Si tu cherches un remède contre la douleur, prends ces pastilles. C'est comme de la morphine, ça fera disparaître n'importe quelle douleur. Et combien ça coûte? 150 pesos, tu prends un comprimé, même une moitié, et ça ira mieux. Vous êtes infirmier? Non, mais j'ai un ami qui en prend. Les prix dans ce genre de marché sont imbattables. Un avantage décisif pour des millions de Mexicains qui gagnent le salaire minimum de 4 € par jour, bien souvent sans couverture sociale. Les médicaments illégaux représentent 4,3% du total vendu au Mexique. Et aux côtés des traditionnels médicaments pirates, on trouve de plus en plus de produits pharmaceutiques volés. Une tendance qui inquiète l'UNEPHARM, l'Union mexicaine des pharmacies indépendantes. Là, on voit bien que c'est des médicaments volés. Pourquoi? Ça se voit à la qualité d'impression de la boîte. Un autre élément déterminant, c'est que cet étal propose une grande variété de médicaments. Désormais, quand ils cambriolent une pharmacie, ils emportent tout l'inventaire. Des gammes très complètes de médicaments se retrouvent donc à la vente. Par contre, quand il s'agit de contrefaçon, vous ne trouverez en général qu'un seul type de médicament en grande quantité. Celui que tu as à la main dans cette vidéo, c'est justement un médicament du groupe 4. Donc censément, il n'est disponible que sur ordonnance. Les vols dans les pharmacies se sont multipliés par 2 pendant le premier semestre 2017. Juvenal a lui aussi subi un cambriolage en mars dernier. Tout son inventaire a été dérobé. Une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tout s'est passé selon le même modus operandi détecté dans cette récente vague de vols.
Au moment où les employés ouvrent le magasin, les voleurs arrivent, leur mettent le pistolet sur la tempe. Ils les ligotent et les enferment dans les toilettes. Alors ils revêtent les blouses blanches de service et commencent à vider les étagères. Ils prennent tout, les médicaments sur les présentoirs et tout ce qui est en réserve. Ils font ça très vite. Et pendant ce temps, certains d'entre eux servent les clients, comme si tout était normal, pour ne pas éveiller les soupçons. Depuis, Juvenal a été contraint d'installer des caméras de surveillance et d'embaucher un agent de sécurité à plein temps. Son inventaire s'est probablement retrouvé en vente sur un étal de marché ou en ligne. Une manière plus discrète d'écouler la marchandise volée, à laquelle s'attaque la COFEPRIS, l'agence sanitaire mexicaine. Quand on identifie une page internet qui vend des médicaments hors du cadre légal, nous la suspendons. On procède à une enquête en collaboration avec la police cybernétique. Une unité de la COFEPRIS se consacre désormais à plein temps à traquer les ventes illégales de médicaments sur le web. En quelques clics, ils peuvent éliminer une page suspecte. Grâce à la collaboration avec la police fédérale, 540 tonnes de produits pharmaceutiques ont été saisies depuis 2012. Avant, on trouvait très facilement des antibiotiques. Maintenant, comme vous le voyez, c'est plus difficile. On trouvait aussi beaucoup de médicaments pour perdre du poids. C'est désormais plus compliqué. Plus compliqué, vraiment ? Nous avons posé la question à 2 membres de l'association Hacking Health, des spécialistes des technologies de la santé. Nous leur avons donné un défi, trouver le plus vite possible des médicaments en vente illégale sur Internet. Pas besoin d'aller très loin. Je suis en train de rechercher des groupes d'échange de médicaments sur Facebook. C'est très courant et facile à faire. Des groupes d'échange, mais qui proposent aussi des médicaments à la vente. Ça, c'est de l'acide valproïque qui est couramment utilisé pour calmer les convulsions. Bien sûr, il ne peut normalement se donner que sur ordonnance. 2 minutes, c'est le temps que leur a pris cette recherche. Nous augmentons la difficulté. Trouver du clonazepam, un médicament opiacé très contrôlé. Louis et Raphaël passent alors par Tor, un moteur de recherche qui permet d'explorer le web jusque dans ses pages non indexées. 10 minutes plus tard... Là, j'ai simplement cherché du clonazepam. Et 2 pages proposant des ventes en ligne m'apparaissent. On y trouve tous les renseignements nécessaires pour finaliser la transaction. Ce vendeur est inscrit sur la page depuis novembre 2016 et il a réalisé 8073 ventes en à peine plus d'1 an. Le clonazepam mal administré peut facilement provoquer une addiction, voire la mort du patient. Le marché de la vente en ligne de médicaments reste très accessible malgré les efforts des autorités. Une tendance qui oblige les pharmacies à se barricader face à la convoitise du crime organisé. Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Les routes des Grandes Alpes, avec ses 16 cols et ses 684 km, relient Thonon-les-Bains en Haute-Savoie à Menton dans les Alpes-Maritimes. Paradis des motards, et elle est dotée des fameux refuges Napoléon qui servent à accueillir les visiteurs de passage, mais aussi habitée par des amoureux de la montagne, agriculteurs, éleveurs ou spécialistes du bois. À Briançon, on rénove même des bâtiments militaires pour en faire des logements dotés d'une vue à couper le souffle. Vous allez le voir. Reportage. Des Grandes Alpes, avec ses 16 cols et ses 684 km, relie Thonon-les-Bains en Haute-Savoie à Menton dans les Alpes-Maritimes. À travers les alpages, partons à la rencontre de ceux qui vivent et travaillent sur cette route. Première étape, le Beaufortain en Savoie.
Belvédère remarquable sur le massif du Mont Blanc et paradis des randonneurs. On a fait ses lacets, on passe le roc du Bouillet, le chalet qui est derrière nous là. Et voilà, nous on va aller au 5 lacs de la Forclaz. Ça va dépendre de ce que l'on va pouvoir grimper. Il y a tellement à faire dans le Beaufortin. Voilà, c'est beau, magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment beau. Nous on découvre le massif, on ne connaissait pas ce massif là. On va voir ça. Regarde, il est tombé sur un 2 km. Objectif de la randonnée, le barrage hydroélectrique de Roselande. 150 mètres de haut. Sa construction en 1955 avait fait scandale. Une des pièces maîtresses de l'équipement du bassin de l'Isère, le barrage de Roselande, double barrage puisqu'il se compose d'un ouvrage du type voûte surmonté d'un autre à contrefort, soit 145 mètres de hauteur, s'achève alors que la première mise en eau vient d'avoir lieu. L'édification de l'ouvrage entraîne la submersion du village de Roselande. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine en est un vestige. Lieu de passage, mais pas seulement. Partons à la rencontre des petits métiers de la route des Alpes. Olivier a installé ses vaches au bord de la route. Une vue hors du commun, qui est peut-être l'ingrédient secret du trésor local. C'est du lait qui est destiné à la production du reblochon. Chaque fromage nécessite 4 litres de lait. Pour lait des Alpes. Pour évoluer à travers les alpages, Olivier a choisi une race locale, les Tarines. C'est une bête très très rustique. Elle orne toute la route des Grandes Alpes parce qu'il y en a un peu partout. Voilà. Un peu plus loin sur la route, Jean-François a aussi choisi de travailler au plus près des paysages alpins. C'est-à-dire que si on reste assis, on ne gagne rien du tout. Employé d'une scierie, il déplace des troncs de 450 kg pour les tailler. Un métier autrefois dangereux. Je vous dis, maintenant, on ne touche pas un bout de bois dans une scierie. C'est automatisé. La bille, elle part sur une chaîne. Il y a une grue, c'est tout automatique. Après le col de l'Iseran, le paysage change. La Méditerranée n'est plus très loin. Paradis des motards, la route est jalonnée par des relais routiers intimement liés à l'histoire de la région, les refuges Napoléon. C'est des legs de Napoléon Ier qui ont été mis en place par Napoléon III pour remercier la population des Alpes quand les troupes napoléoniennes sont revenues de la campagne d'Italie. Napoléon avait été particulièrement touché par la gentillesse des habitants de la région. Notre balade s'achève à Briançon et sa célèbre cité Vauban. Cette forteresse militaire, qui règne sur 5 vallées, date du XVIIe siècle. Simon Libérel est né ici, il connaît très bien sa région. Il faut que je vous montre la ville de Briançon qui prend toute sa dimension. Donc on voit bien qu'il y a la vallée de Serre-Chevalier qui est là, qui va vers Grenoble, vers la Savoie, la vallée de la Durance qui descend après vers Marseille, Gap. On est tellement loin du monde ici qu'on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. C'est un peu c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir d'habiter ici et qu'on a l'impression de rien craindre en fait. On est entouré par ces montagnes, on est enfermé là-dedans. Enfermé peut-être, mais avec un point de vue hors du commun. De quoi donner à Simon et ses amis l'envie de restaurer le patrimoine de cette région exceptionnelle. C'est vous qui faites tout là ? Ouais, on a fait appel à personne pour l'instant. Leur objectif ? Sauver de la ruine ce bâtiment militaire de 1500 mètres carrés. Là, effectivement, le site est tellement impressionnant et tellement beau que tout de suite on s'y attache. Dès le début, on est arrivé et ça nous a plu. On a vu que c'était un des endroits où on pouvait vivre. C'est sans doute ce qui fait le charme unique de la route des Grandes Alpes. Une harmonie préservée entre les hommes et la nature qui les entoure.
Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.